Voici un podcast intitulé « Les contrats d'auto-rééducation guidée dans les hémiparésies et autres pathologies neurologiques chroniques. Pourquoi c'est devenu indispensable ?» L'historique va nous permettre de comprendre comment les stratégies rééducatives ont évolué grâce à la médecine factuelle. On pensait au siècle dernier que la plasticité cérébrale était toute puissante et qu'avec la bonne méthode de rééducation, on allait pouvoir guérir les patients de neurologie, et en particulier les hémiplégiques après un AVC, si on avait la bonne méthode et un entraînement sérieux. À ce moment-là, la récupération serait forcément bonne. On manquait cruellement d'études chiffrées, de statistiques pour confirmer ou infirmer ce qui n'était que des avis d'experts sans preuve. Or, lorsqu'on a eu des statistiques et des études validées par la médecine basée sur la preuve, ce fut une grande déception. En effet, après un accident vasculaire cérébral, et quelle que soit la méthode de rééducation, on avait un tiers des patients qui guérissent spontanément. Dans ce cas, même les méthodes les plus farfelues donnent de bons résultats. Au pire, la kinésithérapie peut jouer comme un frein. Si on interdit au patient de marcher sous prétexte qu'il va prendre de mauvaises habitudes et qu'il va exacerber la spasticité, on perd un peu de temps. Aux membres supérieurs, on peut freiner également la progression si l'on déconseille au patient de se servir de son membre supérieur pour les mêmes raisons. Et puis il y a un tiers des patients qui décèdent. C'est dramatique, mais c'est la réalité. Et enfin, il y a un tiers des patients qui vont présenter des séquelles définitives. Là aussi, quelle que soit la méthode de rééducation utilisée. Une fois de plus, on a l'impression que la rééducation ne joue aucun rôle pour changer cela. Alors on est en droit de se poser la question, est-ce que la rééducation sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un simple placebo? Heureusement, c'est démontré, on ne peut pas le nier puisqu'il y a des preuves chiffrées de la progression. Les patients présentant une pathologie chronique peuvent faire des progrès quantifiés. Pour ces patients qui présentent un handicap définitif, la rééducation en neurologie a été décrite comme l'art d'accommoder les restes. Le handicap persiste, mais s'ils font des exercices régulièrement, on a la preuve qu'ils en tirent un bénéfice. C'est un premier argument en faveur de l'auto-rééducation guidée. Les patients présentant une atteinte chronique peuvent faire des progrès, à condition de s'entraîner régulièrement. Du XXe siècle, on a encore hérité de deux autres idées fausses, qui venaient en grande partie d'un certain Konrad Lorenz. Ce grand scientifique a reçu en 1973 le prix Nobel de physiologie-médecine pour ses travaux concernant les oies cendrées. Il s'était aperçu que les oisillons qui sortaient de l'œuf s'attachaient immédiatement à la première personne qu'elles voyaient et la suivaient comme si c'était leur mère. Il y avait une période critique à la sortie de l'œuf pendant laquelle cette fixation avait lieu et après cela, c'était irréversible. On peut voir sur des films de l'époque qu'elles suivaient Konrad Lorenz comme si c'était leur mère. Si on mettait ces petites oies en contact avec leur vraie mère, elles ne pouvaient plus s'y attacher. Il y avait une empreinte définitive dans leur mémoire et donc dans leur cervelle d'oiseau au cours de cette période critique qui suivait l'éclosion de l'œuf. Konrad Lorenz ne s'est jamais occupé de rééducation. Il étudiait uniquement le comportement animal. Malheureusement, ces idées ont été reprises par certains rééducateurs
qui ont voulu les appliquer chez les patients de neurologie. Et ce fut catastrophique. La première idée fausse inspirée par Konrad Lorenz et ses oies cendrées peut s'énoncer ainsi. La marche précoce est contre-indiquée après un accident vasculaire cérébral, mais pas seulement. Chez les jeunes patients présentant une paralysie cérébrale, c'est également contre-indiqué. Les mauvaises habitudes de marche vont se fixer à tout jamais dans la mémoire gestuelle du patient et vont l'empêcher de progresser. De plus, la marche augmente le tonus et donc permet à la spasticité de se manifester et de se fixer définitivement dans le cerveau des patients, un peu comme s'ils étaient des oies cendrées de Konrad Lorenz. De ce fait, on interdisait aux patients de marcher tant qu'ils ne marchaient pas bien. Les patients présentant un accident vasculaire cérébral étaient donc confinés au fauteuil toute la journée, pour ne pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes en marchant, et pour que la spasticité ne se manifeste pas au cours de cette période critique des premiers mois suivant un accident vasculaire cérébral. On pouvait, à la rigueur, marcher quelques minutes par jour sous la surveillance du kinésithérapeute qui devait corriger en permanence les défauts de marche, mais on ne devait pas laisser le patient s'auto-organiser pour marcher. La marche ne faisait pas partie des priorités, bien au contraire, il fallait la retarder le plus possible. Mais les patients de neurologie, et en particulier les accidents vasculaires cérébraux, ne sont pas des oies cendrées sortant de l'œuf. La médecine basée sur la preuve a démontré que tous ces arguments étaient erronés. C'est le cas de ces 3 études indépendantes qui ont chacune montré qu'au bout de 5 ans, statistiquement, sur un grand nombre de patients, il n'y avait aucune différence significative entre les méthodes de rééducation, et en particulier entre celles qui limitaient la marche en début de progression et les méthodes de rééducation qui, au contraire, encourageaient la marche et les activités fonctionnelles. Aucune différence, ni sur le plan fonctionnel, ni sur la spasticité, la motricité, la sensibilité, etc. Alors, on va voir ces 3 articles indépendants. Premièrement, l'article de Dickstein, D-I-C-K-S-T-E-I-N et collaborateurs, paru dans Physical Therapy en 1986, et c'est le tome 66, page 1233. Il y a aussi l'article de Logigian, L-O-G-I-G-I-A-N, et collaborateurs, paru cette fois-ci dans Archive of Physical Medicine and Rehabilitation en 1983, et c'est le tome 64, page 364. Enfin, un article de Lord, L-O-R-D, et collaborateurs, paru lui aussi dans la même revue, et c'est le tome 67, page 88. C'est donc la preuve que c'est bien la lésion cérébrale qui détermine la pathologie et non pas la rééducation. C'est la lésion cérébrale qui détermine également la spasticité. Si on empêche le patient de bouger, cette spasticité ne va pas se manifester, puisqu'au repos, le tonus reste bas. Mais on ne peut pas rester toute sa vie sans bouger. Dès que le patient va bouger, la spasticité va se manifester, car on n'a pas supprimé la pathologie. En mettant le sujet au repos, on n'a pas diminué la spasticité, on a diminué provisoirement sa manifestation. Il est donc néfaste de confiner le patient au fauteuil. Il va prendre l'habitude de la sédentarité, organiser sa vie dans son fauteuil en évitant le plus possible de marcher et considérer la déambulation comme une activité dangereuse qui augmente sa spasticité. Il est beaucoup plus réaliste
de lui apprendre à maîtriser son handicap et sa spasticité au cours des activités fonctionnelles. La simple pratique assidue d'une activité fonctionnelle comme l'augmentation régulière du périmètre de marche avec ou sans aide technique permet la diminution du coût énergétique et donc des contractions parasites, ce qui diminue la gêne occasionnée par la spasticité lors de la marche. Et l'on peut chiffrer, on peut quantifier facilement les progrès qui sont presque quotidiens en début de progression. Par exemple, le périmètre de marche augmente. Il suffit de noter le nombre de pas ou la distance parcourue en mètres. C'est l'apprentissage par essai-erreur et auto-organisation des mouvements. On a également une optimisation des paramètres spatio-temporels et de la demande attentionnelle. La quantité de pratique va améliorer la qualité gestuelle par auto-organisation des mouvements. Le patient ne sera pas guéri, mais il va progresser à l'intérieur de son handicap, s'il s'entraîne avec persévérance. C'est un bon argument en faveur de l'auto-rééducation des patients présentant une atteinte neurologique chronique. Une autre idée fausse, inspirée par Konrad Lorenz et ses fameuses lois cendrées, qui a coûté très cher à la société tout en étant inefficace. On peut résumer ainsi cette idée fausse. Une fois la rééducation initiale terminée, parfois au bout de 6 mois, les acquis du patient vont perdurer, vont se maintenir dans le temps. Or, la rééducation basée sur la preuve a montré que les progrès acquis au cours de la soi-disant période critique des 6 mois suivant l'accident vasculaire cérébral ne se fixaient pas définitivement dans la mémoire gestuelle du patient. Avec en particulier cet article validé par la Cochrane Librairie et qui a jeté la stupéfaction parmi ceux qui avaient encore des illusions. Il s'agit de l'article de Meyer, M-E-Y-E-R, et collaborateurs, intitulé Functional and Motor Outcome 5 years after strokes is equivalent to outcome at 2 months. Cet article a paru dans Stroke en 2015, en juin 2015, et c'est le numéro 46.6, page 1613. Cet article, je le traduis, le résultat fonctionnel et moteur 5 ans après un accident vasculaire cérébral équivaut à un résultat à 2 mois, selon une évaluation de la réadaptation des patients présentant un accident vasculaire cérébral dans plusieurs centres de rééducation situés dans plusieurs nations d'Europe. Dans cet article, qui porte sur un nombre important de patients, on voit bien que non seulement les performances des patients ne sont pas conservées, mais qu'elles régressent. Et au bout de 5 ans, on a perdu ce qui avait été acquis après 2 mois. Tout ce qui est acquis après 2 mois est perdu. Il y a plusieurs raisons à cette perte, mais la plus évidente est l'arrêt de l'entraînement intensif. Tout entraînement qui permet au patient de dépasser ses limites naturelles doit être entretenu. C'est vrai pour les patients, mais c'est également vrai pour les sujets sains qui veulent maintenir des performances physiques un peu difficiles à pratiquer à un bon niveau. Par exemple, si on veut bien danser la salsa en variant les passes pour éviter la monotonie, il faut danser régulièrement. Si l'on veut jouer au tennis avec des personnes qui ne sont pas débutantes, si on veut être apprécié par son équipe de basket, si on veut jouer de la guitare sans faire de fausses notes, etc., il faut entretenir ses performances avec régularité et persévérance. Maître Funakoshi, fondateur du karaté moderne, en avait fait 2 préceptes. Le premier précepte, le karaté est comme l'eau bouillante.
Si on ne la maintient pas à haute température, elle se refroidit. Et deuxième précepte, l'entraînement en karaté dure la vie entière. Alors c'est un argument fort en faveur des contrats d'autorééducation guidée qui doivent maintenir les performances du patient à leur plus haut niveau et qui doivent être pratiqués avec persévérance. Parmi les performances à entretenir à leur plus haut niveau, il y a la déambulation. Voilà ce que la Haute Autorité de Santé, la HAS, recommande actuellement. La rééducation fonctionnelle de la marche est recommandée dès que possible et doit être poursuivie tout au long de l'évolution de l'AVC pour améliorer l'indépendance fonctionnelle dans les déplacements. C'est même une recommandation de grade B. Autre bonne nouvelle pour toutes les pathologies neurologiques chroniques, on peut avoir des progrès importants si on s'y met, même plusieurs années après le début de la pathologie, même plusieurs années après un AVC. Ces progrès ne sont pas liés à l'évolution spontanée de la pathologie, ils sont la preuve de l'efficacité de la rééducation et de l'auto-rééducation. Le professeur Jean-Michel Graciès a suivi de nombreux patients qui avaient des pathologies chroniques depuis des années et qui ont progressé de manière quantifiée, chiffrée, grâce à la pratique intensive et régulière de l'auto-rééducation guidée. C'est pour cette raison qu'il est devenu une référence mondiale en matière de rééducation. Il a le grand mérite d'avoir démontré qu'il est indispensable d'effectuer une auto-rééducation guidée pour tous les patients chroniques de neurologie et d'avoir convaincu la quasi-totalité des professeurs de neurologie et des professeurs de médecine physique et rééducation français. Attention! Si l'on arrête l'entraînement, on va perdre très rapidement. Et au bout de 3 mois, la perte est très importante. C'est la leçon de l'article d'Emmanuel Robinet, qui s'appelle « Plasticité cérébrale induite par la rééducation dans la sclérose en plaques. Étude longitudinale en IRM fonctionnelle et structurale ». C'est un travail très instructif, et il me paraît capital de le comprendre. Elle a disposé de moyens hors du commun et elle a été soutenue par toutes les personnes intéressées par la neurologie et la rééducation en neurologie à Marseille. Pour tous ces patients qui présentaient une sclérose en plaques, avant un séjour en centre de rééducation, elle a fait un premier examen en utilisant l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Un deuxième examen au bout d'un mois, c'est-à-dire à la fin du séjour en centre de rééducation, pendant lequel une rééducation active intensive a été effectuée. L'IRM montre qu'il y a bien une plasticité cérébrale dans le cerveau des patients. C'est démontré, la rééducation et l'auto-rééducation intensive entraînent bien une plasticité cérébrale dans le cerveau du patient. En effet, on peut voir des zones qui se sont épaissies dans le cerveau, probablement des neurones qui ont poussé, avec ce qu'on appelle l'IRM structural. On peut également voir de nouvelles connexions entre les neurones, avec ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. C'est satisfaisant d'avoir cette preuve d'efficacité des exercices physiques pour ces patients qui présentent une pathologie chronique qui évolue sur des années. Les patients sont rentrés chez eux après ce deuxième examen et il y a eu une troisième IRM 3 mois plus tard chez tous ces patients et qui montre que tout a disparu. Les modifications dans le cerveau sont donc réversibles. Si l'entraînement s'arrête, la plasticité cérébrale disparaît, parallèlement à la diminution des performances des patients. C'est une nouvelle preuve que l'entraînement doit durer toute la vie, si on veut maintenir les performances à leur plus haut niveau. En conclusion, chez les patients présentant une pathologie chronique,
Les contrats d'auto-rééducation guidée doivent durer toute la vie. Les protocoles de rééducation et d'auto-rééducation sont très simples. Ils comportent 3 types d'exercices qui peuvent progresser si on les pratique régulièrement. En premier, on trouve des exercices fonctionnels, puis des exercices d'auto-étirement et enfin des exercices de renforcement. 3 types d'exercices. Premièrement, les exercices fonctionnels. On va voir quelques exemples qui sont très utilisés et que tout rééducateur devrait connaître. Les exercices dont nous allons parler à titre d'exemple ont fait l'objet de fiches qui peuvent être données aux patients à domicile dans le cadre de l'équipe mobile d'expertise en réadaptation de l'Institut Pomponiana. Assis debout et debout assis, que l'on doit quantifier en nombre de répétitions à chaque séance de rééducation ou d'auto-rééducation. En effet, la connaissance des résultats par le patient est un facteur indispensable à la motivation du patient et à la progression. Au début, en se tenant à un objet stable avec l'appui des genoux. On supprime progressivement toutes ces aides pour arriver en fin de progression à faire l'exercice assis debout sans aucun appui manuel. C'est peut-être l'exercice de rééducation le plus important en neurologie. C'est un exercice qui constitue un protocole à lui tout seul, le protocole Tabata. C'est dire son importance. Autre exercice fonctionnel d'une importance capitale, la marche, en début de progression en se tenant à un objet stable, une barre parallèle lorsqu'on est en centre de rééducation, ou un meuble stable lorsqu'on est au domicile du patient. En progression, marche avec aide technique. L'aide technique, ça peut être un déambulateur, des cannes ou un bâton de marche, ou tout dispositif qui permet d'optimiser la déambulation du patient. Il faut toujours quantifier la distance parcourue à chaque séance de rééducation, soit en nombre de répétitions d'un trajet, soit en mètres, soit en nombre de pas, pour donner une connaissance des résultats au patient et organiser une progression. En fin de progression, marche sans aide technique. Tant que le patient n'est pas capable de marcher 20 minutes ou 1 km, il est inutile de chronométrer et d'aller trop vite. Il vaut mieux se concentrer sur la conservation de l'équilibre. À noter qu'en auto-rééducation, on choisit toujours des exercices de marche moins difficiles que les exercices effectués sous la surveillance du rééducateur. En effet, il faut à tout prix éviter les chutes. Par exemple, pour un patient qui peut marcher avec une canne sous la surveillance d'une tierce personne, car il risque de perdre l'équilibre, on choisira pour lui une marche avec un déambulateur stable comme exercice d'auto-rééducation. Autre exercice fonctionnel intéressant, les escaliers, avec, puis sans la rampe. Ils sont quantifiés en nombre de marches franchies par le patient. Le travail des escaliers améliore indirectement la qualité de la marche par auto-organisation des mouvements. On peut facilement le comprendre parce que les escaliers c'est quand même plus difficile que la marche et qui peut le plus, peut le moins. C'est André Albert, un kiné non-voyant, qui le premier a compris l'importance des escaliers en rééducation. Pour les membres supérieurs, l'exercice fonctionnel le plus utilisé en rééducation, c'est le transport d'objets. En début de progression, avec des objets faciles à prendre et à relâcher
comme des boules de papier ou de coton. En progression, des objets plus petits ou plus lourds, par exemple 30 objets usuels à mettre dans une boîte. L'exercice est chronométré. En fin de progression, mettre la boîte de plus en plus haute. Les activités de la vie quotidienne comme l'habillage, la toilette, le ménage, les repas, etc. sont également indispensables pour la rééducation des membres supérieurs des patients qui ont la chance de récupérer. On sait que la rééducation orientée sur la tâche à accomplir, c'est-à-dire la rééducation fonctionnelle, a été validée depuis longtemps. Deuxième grande famille d'exercices d'auto-rééducation guidée, les auto-étirements. Voici quelques exemples. L'auto-étirement permettant de conserver l'amplitude d'élévation de l'épaule, c'est très utilisé par les hémiplégiques. Le patient est donc en position couchée sur le dos, avec ou sans un petit coussin sous la tête. Premièrement, avec la main saine, tenir le membre faible au niveau du poignet. Deuxièmement, élévation des membres supérieurs qui vont le plus loin possible. Troisièmement, rester quelques secondes en position d'étirement indolore. Quatrièmement, redescendre lentement. Et cinquièmement, observer un temps de repos. On mesure la durée de l'antépulsion et éventuellement le nombre de répétitions. Autre exemple, entretenir et améliorer l'amplitude d'extension simultanée du poignet et des doigts. On est en position à quatre pattes. Avec la main saine, le patient va placer et tenir la main faible en ouverture. Deuxièmement, il faut rester en position d'étirement indolore. Et troisièmement, on relâche lentement. Maintenant, pour les personnes qui passent leur journée en fauteuil roulant. Il y a ce qu'on appelle la contre-posture de la position au fauteuil. Le patient prend la position sur le ventre, allongé à plat ventre donc. Premièrement, se mettre en position sur le ventre avec les pieds en dehors du lit. Deuxièmement, rester en position. Remarque, on peut mettre la tête tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche. Troisièmement, quitter lentement cette position. Le but étant bien sûr de lutter contre l'attitude en flexum de hanche et de genou, et également contre l'attitude en syphose de la colonne vertébrale. Les patients sont généralement bien contents de quitter leur fauteuil pour se mettre dans cette position qui les soulage. Inversement maintenant, pour les patients qui ont une prédominance de la triple extension, avec équin du pied et récurvatum du genou, il est utile de faire cette contre-posture en triple flexion. En pratique, premièrement, se mettre en position accroupie en se tenant à un objet stable. Deuxièmement, rester en position. Les pieds sont au maximum de dorsiflexion. Il faut se pencher en avant pour que les talons décollent du sol, mais sans se mettre en équin, bien sûr. Toujours au maximum de dorsiflexion. Les orteils se mettent de ce fait en extension. Ça permet de lutter contre l'attitude en extension de hanche et de genou avec équin du pied et griffe des orteils. On est accroupi, on est en triple flexion. Après les exercices fonctionnels toujours indispensables et les auto-étirements, il est souvent utile d'effectuer des exercices de renforcement quotidien bien ciblés
sur le cas particulier de chaque patient. L'exercice de renforcement le plus utilisé pour les patients en fauteuil roulant, c'est l'exercice du push-up, bien entendu. En pratique, on est assis dans un fauteuil avec des accoudoirs, prendre appui sur les accoudoirs du fauteuil, pousser pour décoller les fesses du fauteuil pendant quelques secondes, redescendre lentement. Ça permet de renforcer les muscles abaisseurs du membre supérieur, faciliter les transferts entre le fauteuil et le lit et éviter les escarres. Autre exemple de renforcement, pour les patients qui marchent, mais qui ont un déséquilibre entre les muscles extenseurs trop forts, trop spastiques, et les muscles fléchisseurs trop faibles, il a été démontré que le renforcement sérieux de la flexion permettait d'améliorer la marche. Pour cet exercice, on est couché sur le dos, avec les hanches fléchies à 90 degrés environ. On met un bâton ou un manche à balai au niveau des creux poplités. Il faut tenir le bâton grâce à la flexion des genoux. Remonter les orteils et le pied en flexion dorsale maximum. Ça permet de renforcer la triple flexion pour contrebalancer la spasticité en extension. En conclusion et en pratique, le rééducateur choisit les exercices d'auto-rééducation les plus adaptés au cas particulier de chaque patient. Il fait évoluer ce traitement en fonction des progrès et des échecs qu'il constate en examinant le registre du patient systématiquement à chaque séance de rééducation et en présence du patient. Comme le dit si bien le professeur Jean-Michel Graciès, cette action est devenue une partie importante de la prise en charge des patients présentant une atteinte neurologique de longue durée. Le plus souvent, il n'est pas possible de donner une liste d'exercices d'auto-rééducation trop longue. C'est pour cela que certains exercices polyvalents sont plus utilisés que d'autres, car ils permettent à la fois d'améliorer l'indépendance fonctionnelle, mais aussi de renforcer la musculature et même de lutter contre certaines rétractions. C'est le cas de l'exercice assis debout assis en début de progression, et lorsque cela est possible, de la marche et des escaliers. L'exercice de la marche avec lest, c'est-à-dire avec un poids-sangle que le patient porte à la cheville, on peut le classer dans la catégorie des exercices fonctionnels comme la marche, mais on peut aussi le considérer comme un exercice de renforcement de la triple flexion. Le lest agit comme une facilitation de la triple flexion, un peu comparable à la manœuvre de Strumpel. Vous connaissez la manœuvre de Strumpel? On donne une résistance à la flexion de hanche au niveau de la cuisse et on obtient automatiquement une flexion du genou et une flexion dorsale du pied, même si à l'origine, le pied semblait plutôt paralysé. Eh bien, au cours de la manœuvre de Strumpel, s'il y a un peu de spasticité, vous verrez, vous aurez la surprise de voir le pied qui se relève. Eh bien là, ça agit un petit peu comme ça. Donc, on a un renforcement de la triple flexion, du membre inférieur, un travail contre résistance à chaque phase oscillante de la marche, mais on peut aussi considérer cet exercice comme un exercice fonctionnel de marche. Pour l'exercice des escaliers avec lest, on a les mêmes explications, sauf que c'est encore plus difficile et qu'il y a plus de travail de l'équilibration. Ces exercices avec lest sont utilisés
lorsqu'il y a un peu de spasticité, mais pas trop. Lorsqu'il y a trop de spasticité, ça ne marchera pas. Ça ne convient pas non plus aux patients présentant une paralysie périphérique ou une paralysie flasque. Vous voyez que le thérapeute doit bien connaître son patient et sa pathologie. Il doit essayer l'exercice et contrôler son efficacité avant de pouvoir prescrire un exercice d'auto-rééducation parfaitement adapté au cas particulier du patient.